Donc, en fait, dire qu'on utilise de l'énergie, en fait, ça veut dire utiliser des machines. Les machines nous rendent des services. Elles déplacent des objets, elles chauffent, elles refroidissent, elles transforment, elles écrasent, elles filent, etc. Et dans l'ancien temps, ces services-là étaient rendus par des individus. Éventuellement des animaux de trait, puis des énergies renouvelables du reste, moulins, etc. Et donc je me suis amusé à faire un petit calcul un jour. J'ai converti l'ensemble du parc de machines mondiales qui fabriquent nos vêtements, notre nourriture, nos meubles, nos maisons, etc. En équivalent masse musculaire, c'est-à-dire le nombre de gens qui devraient travailler pour fournir le même service que les machines. En journée d'esclave, un type qui ne ferait que ça. C'est ça. Et alors mon esclave, il est du genre à monter 13 fois en haut de la Tour Eiffel dans la journée. Vous voyez, c'est ça mon à pied, hein, je précise, bien sûr. Hein. Donc c'est ça l'unité que j'ai. Et alors avec ça, on arrive à des ordres de grandeur qui sont assez parlants, puisque en moyenne, un Français vit comme s'il avait 600 esclaves à sa disposition toute la journée. Et là, je parle bien de la moyenne des gens qui nous écoutent. Je parle pas de Monsieur Bernard Arnault ou équivalent. Donc, on se rend pas compte à quel point l'énergie a totalement transformé nos vies et où en fait, le moindre des Français moyens d'aujourd'hui vit comme un nabab comparé à un noble du Moyen Âge. En fait, c'est ça l'énergie. Le chiffre que vous donnez, 100 watts, tout le monde voit ce qu'est une ampoule de 100 watts, c'est la puissance de 2 hommes, un cheval c'est 1000 watts, donc 20 hommes, une année d'éclairage dans le logement c'est 800 journées d'esclaves. Alors qu'est-ce qui est significatif ? Il y a 5 grands postes en fait dans les machines qui travaillent pour nous. L'énergie, donc les machines qui travaillent pour nous. Il y a un premier grand poste qui est les déplacements. Les voitures, les avions, les trains, les bateaux, etc. Donc il faut économiser des déplacements si on veut économiser de l'énergie. Typiquement, passer de la voiture au vélo, passer de la voiture au bus, passer de la voiture au train, passer de la voiture à la marche à pied, passer de l'avion au train, enfin voilà, des trucs comme ça. La deuxième poste qui est significatif, c'est le confort du logement. Donc c'est l'énergie qu'on utilise chez nous pour nous chauffer et faire fonctionner tout le parc d'appareils électroménagers, c'est-à-dire nos esclaves domestiques. Hein. Il faut bien voir que le moindre mixeur à soupe, c'est 4 cyclistes qui sortent du mixeur quand on appuie sur le bouton marche-arrêt. Hein. Donc, je parle pas des machines à laver, des ascenseurs, etc. Le troisième poste significatif, c'est fabriquer tout ce qu'on achète. Donc dès qu'on va acheter des vêtements, un jouet pour Noël, etc., il y a de l'industrie qui a travaillé derrière. Donc ça, c'est le troisième poste significatif. Le quatrième poste significatif, c'est manger. Alors ça, c'est pas tant un poste important en dépenses énergétiques, mais on dépend quand même beaucoup du pétrole pour ça. Par exemple, un camion sur 3 en France transporte un truc qui se mange. Donc on est très dépendant du pétrole un peu partout dans la chaîne. Hein. Et enfin, le cinquième poste un peu significatif, c'est les services publics. Services publics, parce que quand on va à l'école, on bénéficie du chauffage de l'école, de la construction de l'école, pareil pour l'hôpital, etc. Le système de soins, par exemple, en France, c'est 8% de notre empreinte carbone. C'est pas complètement négligeable. Hein. Voilà en gros où sont les 5 postes. Donc la puissance publique, c'est pas nous qui allons faire des économies par nos gestes individuels. On décide pas en général de ne pas aller à l'hôpital quand on a vraiment envie d'y aller. Bon, donc dans ce qui dépend vraiment de nos gestes individuels, on va dire il y a le chauffage, la mobilité, les achats. Et puis le reste, ça dépend beaucoup plus de débats collectifs, la manière dont l'industrie fonctionne, etc. Donc voilà en gros où sont les 5 postes significatifs. Le chauffage, c'est un gros poste de consommation énergétique. Il faut voir par exemple qu'en France, une grosse moitié du gaz qu'on utilise, c'est pour se chauffer. Si ça venait dans un plan d'ensemble où on disait mettez un col roulé à court terme, et puis par ailleurs, voyez bien que l'État s'engage dans un plan très ambitieux, on va former 300 000 artisans pour la rénovation, on va avoir un programme ambitieux de rénovation des logements qu'on n'a toujours pas aujourd'hui. En fait, on l'a, mais dans les mots, pas tant dans les actes. On va remplacer toutes les chaudières à fioul et à gaz par des pompes à chaleur, et voilà comment on va s'organiser pour industrialiser la forêt, etc. Donc, il y a un sujet dans la presse qui est la question de la cohérence d'ensemble. Il y a un deuxième sujet dans la presse qui est la question des ordres de grandeur et du recul sur l'information. Et on oublie la question des ordres de grandeur. Je crois que les jets privés, c'est 0,4% du trafic aérien intérieur français. Oui, et si on le rapporte à une centrale à charbon, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente ? En fait, c'est pas tant ça qui va être pertinent dans l'esprit des Français, c'est la question d'équité. Donc là, ça touche à quelque chose qui est très différent, qui est pourquoi moi, gilet jaune, qui doit passer 25% de mon salaire à payer mon carburant pour aller bosser, ou 20% de
de mon salaire, on me demanderait de faire des efforts, alors que je vois des gens monter dans leur jet privé pour aller passer un week-end à Nice. Et parce que je crois que le trafic des jets privés à Nice, c'est essentiellement du loisir. Donc donc vous avez, c'est ça, à mon avis, qui fait mal. Alors, entre le charbon et le nucléaire, on est dans un rapport de 1 à 200. En gros, une centrale à charbon, c'est 1 kg de CO2 par kilowattheure électrique. Une centrale nucléaire, c'est quelques grammes de CO2 par kilowattheure électrique. Alors vous allez me dire, quand on casse un noyau d'uranium en deux, ça fait pas de CO2. Vous avez tout à fait raison, parce que du CO2, il faut oxyder du carbone pour ça. Mais par contre, vous en avez un peu avant et après dans les opérations minières. Vous avez des tractopelles, enfin des dumpers, des gros engins de mine, etc. Dans ce qu'on appelle l'enrichissement, qui consomme beaucoup d'électricité, dans laquelle il y a toujours fatalement un peu de CO2, même si, voilà, etc. Dans le béton pour construire la centrale, enfin voilà, dans tous ces trucs-là, il y a un peu de CO2. Et donc, si vous faites à l'arrivée le calcul, il y a une ACV du nucléaire français qui vient d'être publiée il y a quelques mois, dans laquelle c'est la valeur, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure. On a appris hier que Greta Thunberg, icône mondiale des défenseurs de l'environnement et surtout des plus jeunes, la célèbre activiste pro-environnement suédoise, a totalement revu son point de vue sur le nucléaire. Elle est désormais favorable au maintien en service des centrales nucléaires allemandes. Je cite Greta Thunberg, si elles fonctionnent, je pense que ce serait une erreur de les éteindre et de passer au charbon. Votre réaction? C'est pas totalement antinomique avec ce qu'elle avait dit avant, en disant personnellement je suis pas trop pour, mais le GIEC dit qu'on n'arrivera pas à s'en sortir sans. Elle avait déjà dit ça, parce que c'est un sujet technique, parce que c'est un sujet compliqué, parce que c'est un sujet où justement les médias polluent énormément le débat en confondant la science et les militants, qui est, si j'ai à choisir entre le charbon et le nucléaire, je préfère le nucléaire. « 80% des Français se disent préoccupés par l'environnement et les Verts ont fait 4% à la présidentielle. » Qui ne correspondent pas à ce que l'essentiel des gens qui reçoivent la proposition considèrent comme pertinent. Par exemple, une majorité de Français sont favorables à l'énergie nucléaire, pourcentage qui a considérablement augmenté ces derniers temps, et les Verts proposent de s'en passer. Voilà quelque chose qui fait que c'est perçu comme une contradiction. En fait, à terme, un parti politique écolo, il devrait plus en avoir. Ils devraient tous être écolos. Ce qu'il faut, c'est avoir des associations écolos, c'est-à-dire des gens qui portent un sujet, parce que dans le monde associatif, c'est facile de porter un seul sujet. Dans le monde politique, on doit s'occuper de tout. Donc il n'y a pas de raison d'avoir un parti écolo. Il faut que tous les partis deviennent pertinents sur cette question-là. Quelle pertinence. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Je rappelle cette BD, Le Monde sans fin, BD phénomène, 500 000 exemplaires.